à rentrer un petit peu dans le sujet pour répondre aux questions. Donc, l'objectif de ce live, c'est de répondre aux questions que les voyageurs ont pu envoyer sur le compte Santexpat et en fait mieux comprendre comment vous accompagnez les voyageurs. Avant cela, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es et après présenter Santexpat, s'il te plaît? Donc Raphaël, moi je suis directeur commercial chez Santexpat. Ça fait 13 ans maintenant que je travaille dans l'assurance santé des expats. Alors expat, c'est vraiment un mot qui englobe pas mal de statuts. Pour nous, un expat, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans son pays de nationalité pendant une période donnée, qui peut être de quelques mois, quelques années ou pour toute la vie. Et donc voilà, ça fait. J'ai été un expat moi-même. J'ai étudié un an en fait en Écosse et après j'ai enchaîné avec 18 mois où j'ai travaillé en Irlande. Donc ça m'a fait 2 ans et demi à l'étranger que j'ai beaucoup aimé d'avoir cette dimension internationale, de retrouver voilà ce lien avec les expats, ça me plaît beaucoup en fait. Et en quoi consiste exactement Santexpat.fr? Santexpat.fr. Tu fais bien de dire .fr. En fait, on dit souvent Santexpat. En fait, nous, on est courtier d'assurance. Donc, on est basé à Paris et on propose des assurances santé à destination donc des Français qui vivent à l'étranger pour tout statut, qu'ils soient étudiants, retraités, salariés, entrepreneurs, digital nomades, etc. Et donc, on a développé une plateforme en ligne, donc un site web, un comparateur qui s'appelle Santexpat, enfin, donc, qu'on peut retrouver sur l'URL santexpat.fr. Et en fait, c'est voilà, un site qui permet de comparer les meilleures offres en fonction de son profil, son pays de destination, son âge, sa composition familiale. Donc, selon que je sois seul, en couple, en famille, si je pars moins de 12 mois ou plus de 12 mois. Donc, je peux vraiment voilà, avoir les meilleures offres auxquelles je suis éligible et les souscrire directement en ligne. Et si j'ai besoin de plus d'informations, besoin de plus de conseils pour pouvoir faire mon choix, on a une équipe en fait de conseillers qui sont disponibles par téléphone, par mail et surtout sur WhatsApp. Ça fait quasiment un an maintenant qu'on a vraiment déployé WhatsApp et pour notre clientèle, c'était un must quoi. Parce que les gens sont parfois déjà à l'étranger, ça peut coûter cher d'échanger par téléphone, par Oui. exemple, quand on est déjà à l'étranger. Donc le fait de pouvoir joindre nos conseillers par WhatsApp, si tu veux, c'était vraiment très important. Ça permet aussi d'avoir des échanges informels, beaucoup plus directs, et c'est très apprécié par nos prospects et nos clients. Oui, parce qu'à l'étranger, on n'a pas toujours la carte SIM et de plus en plus d'hôtels ou d'activités proposent le WhatsApp. Et j'ai toujours trouvé ça hyper bien parce que, ben, en étant à l'étranger, en voyage, c'est toujours plus facile de communiquer avec les différents partenaires. Exactement, et puis ça permet de discuter en fait de façon asynchrone. Tu vois, c'est pas grave si on n'est pas en connecté en même temps et ça permet de quand même retracer des messages. Et c'est assez simple. C'est quand même un usage 2025 et c'est un usage des expats encore plus, quoi. Donc c'était vraiment un outil indispensable pour nous. Alors là, je suis en train de regarder les questions que certains internautes nous avaient posées il y a quelques jours. Et j'ai une phrase où c'est si j'ai un souci de santé à l'étranger, est-ce que je peux faire une téléconsultation avec un médecin en français, même la nuit? C'est une bonne question et c'est un service qu'on aime présenter à nos clients. Donc nous, Santexpat, on vend des contrats d'assurance. Dans beaucoup de contrats d'assurance, le service de téléconsultation est inclus. C'est-à-dire que tu as souvent une application en fait de ton contrat d'assurance. Et en fait, les services de téléconsultation sont très souvent inclus dans cette appli, donc c'est très simple déjà d'y avoir accès. Parce que le pire quand on a un contrat d'assurance, c'est de ne pas savoir comment l'utiliser, et notamment ces services-là. Donc nous, on demande vraiment aux clients de télécharger l'appli, de s'y connecter une première fois avant de partir. Et quand ils en ont besoin, au moins tout est fait. Il y a pas à rechercher ses codes d'accès, etc., mot de passe oublié, tout ça. Et donc, soit c'est dispo donc sur le site ou l'application de l'assureur qui a été sélectionné au départ. Et si ce n'est pas le cas, nous on a en fait agrégé un certain nombre de services santé sur le site de Santexpat, sur santexpat.fr, et la téléconsultation c'est le premier service qui est mis en avant
Et donc c'est en effet en français et au milieu de la nuit, oui, puisque c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la langue de son choix et notamment en français. Oui, ça c'est très important parce que c'est pas parce qu'on voyage qu'on parle forcément la langue du pays. Donc que ça soit en Exactement, français, et c'est c'est très bien. exactement ça. On peut être bilingue pour discuter comme ça, voilà, mais pour exprimer ses mots, ses symptômes, c'est toujours un peu délicat. Donc ça rassure de pouvoir, même si c'est à distance, pouvoir communiquer en français. Mm. Alors une autre question que j'ai eue, c'est est-ce qu'il y a des délais avant que l'assurance soit activée? Euh, Pas vraiment, en fait, ça dépend des assureurs. Nous, on travaille avec une trentaine d'assureurs différents. Ils n'ont pas tous les mêmes fonctionnements, mais on peut faire une assurance la veille pour le lendemain, en fait. Donc c'est rare qu'on puisse assurer le jour même, mais on peut assurer dès le lendemain, même si les gens sont déjà à l'étranger. Alors parfois, ça implique qu'il y a un petit délai de carence si on est déjà parti à l'étranger et qu'on pense a posteriori à se couvrir. Là, il y a certains assureurs qui disent voilà, je vous couvre quand même dès demain, mais seulement en cas d'urgence, pendant une période qui peut être de 15 jours par exemple, et ensuite la couverture est totalement acquise. Oui, parce que des fois, il y en a qui peuvent l'utiliser en se disant je me suis cassé le bras, je vais attendre 2, 3 jours en m'assurant, mais non, il y a quand même le délai de 15 jours ou autre de carence pour que en fait Exactement. Ouais. ça puisse pas être utilisé juste au dernier moment. C'est ça. Alors il y a beaucoup d'assureurs qui utilisent la métaphore de la maison qui brûle et voilà, tu n'es pas assuré, tu appelles ton assurance pour assurer ta maison. J'aime pas trop cette métaphore qui est un peu cliché si tu veux sur le monde de l'assurance, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, les Français, en plus, on est très habitués à être couverts par la Sécu en France. Donc c'est pas trop un sujet, tu vois, de se couvrir chez nous. On a tous la Sécu, on a normalement tous une mutuelle en tout cas quand on est salarié. Et à l'étranger, on peut imaginer que quand on part, en fait, la Sécu nous suit, notre mutuelle nous suit. Il y a des croyances aussi au sujet de la carte bancaire, tu vois, qui nous couvre pour tout s'il y a besoin. Et en fait, les gens, quand ils se rendent compte qu'ils sont pas couverts, ils peuvent se dire oui, là, je vais prendre une assurance spécifique, mais c'est parfois trop tard. Donc, il faut vraiment la prendre avant de partir. Mm. Et d'ailleurs, quand on l'a prise, est-ce qu'on a des frais avancés si on va chez le médecin à l'étranger? Euh, Très bonne question aussi. On va regrouper les soins en deux types. Le premier, c'est l'hospitalisation. Donc, c'est vraiment le plus urgent, souvent le plus cher. Et là, d'une façon générale, on n'avance pas les frais. Euh, il y a un assisteur, en fait, un numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que l'on peut composer. Et c'est l'assureur qui va directement régler les frais d'hospitalisation d'urgence par exemple. Et après, il y a les soins plutôt courants. Et là, c'est les consultations chez le médecin, la pharmacie, les analyses de sang, de l'optique par exemple, du dentaire pour les gens qui Mhm. s'installent vraiment plus longtemps à l'étranger. Et là, très souvent, il faut avancer les frais et on fait ensuite une demande de remboursement via l'application, encore une fois, de l'assureur, où en fait on prend en photo les factures acquittées dans la langue du pays, hein, il n'y a pas besoin que ce soit traduit en français. Et ensuite, on est remboursé. Alors là, le délai varie en fonction de l'assureur. Ça peut être que quelques heures chez certains, quelques jours en moyenne, et parfois plus long pour ceux qui sont les moins efficaces, on va dire. Et il y a une troisième voie, c'est en fait, voilà, il y a des services santé qui sont en train de naître chez plusieurs assureurs, qui est de dire, bah voilà, moi j'ai un devis en fait pour faire une IRM, c'est 3 000 $. Je les ai pas sur mon compte. Ce n'est pas une hospitalisation, donc on peut pas faire une prise en charge. Par contre, je peux pas les avancer et donc je peux pas prendre en photo la facture, Mhm. etc. Et donc plusieurs assureurs mettent à disposition maintenant des cartes prépayées, un peu en format Apple Pay ou Google Pay par exemple. Et en fait, ils te chargent cette carte-là sur ton téléphone du montant de la dépense du devis que tu as préalablement envoyé, et ça te permet de payer comme ça sans avancer les frais. Donc ça, c'est ce qu'on estime être le futur en fait de Ah ben l'assurance oui. santé à l'étranger, puisque le gros point noir, c'est souvent le fait d'avancer, d'attendre pour être remboursé, etc. Être sûr que ça rentre bien dans les clous de l'assurance. Donc quand on peut avoir ce service-là, c'est génial, quoi. Mm. Et d'ailleurs, quelle est la grande importance de prendre une assurance santé spéciale pour les expatriés? Euh,
Bah, disons que ça revient un peu à ce que je disais sur la Sécu, les mutuelles. Voilà, la Sécu ne nous couvre pas à l'étranger. Mhm. Enfin, si je dois être vraiment complet, la Sécu couvre les séjours de moins de 90 jours. Oui. Et c'est seulement une tolérance, c'est-à-dire que seuls les soins qui n'auraient pas pu attendre un retour en France peuvent être considérés comme urgents par la sécurité sociale et donc valoir un remboursement de la part de la Sécu, alors qu'il va être très long. C'est souvent 4, 5, 6 mois pour être remboursé de la Sécu pour un soin effectué à l'étranger lors d'un voyage donc de moins de 90 jours. Si la Sécu rembourse, la mutuelle que l'on a en France peut rembourser une partie. Mais en fait, les sécu et mutuelles enfin, que l'on a remboursent en base de remboursement de la sécurité sociale. Donc, si le soin que j'ai eu à l'étranger coûte, par exemple, je sais pas, 20 000 dollars pour une intervention aux urgences aux États-Unis et que ce même soin coûte 2 000 euros en France, la Sécu et la mutuelle vont me rembourser l'équivalent de 2 000 euros, par exemple. Donc, le reste à charge peut être énorme pour un assuré, alors que les contrats que l'on propose ou qui sont proposés sur le marché interviennent en frais réels. Donc c'est ça le terme en fait, frais réels, donc les frais qui sont réellement engagés. Donc si c'est 20 000 dollars qui ont été engagés, c'est 20 000 dollars qui seront remboursés en fait. Donc il n'y aura pas de Mhm. reste à charge pour l'assuré. D'accord. Donc j'ai une autre question qui, on va peut-être voir si je l'expose correctement. C'est une personne qui vit à l'étranger et donc du coup qui est vraiment expat à l'étranger et qui rentre en France quelques semaines. Donc ça veut dire elle est à l'étranger depuis peut-être 2, 3 ans et là elle va rentrer Ouais, quelques semaines en France. Du coup la sécurité sociale n'est peut-être plus la même pour cette personne vu qu'elle est défiscalisée de la France. Est-ce que le contrat la couvre toujours? Comment ça se passe? ouais. Les contrats qu'on propose aux personnes qui vivent à l'étranger, donc c'est des contrats à tacite reconduction qui peuvent durer autant d'années que dure leur expatriation, même si elle est de 10, 20 ans, couvre également les retours ponctuels en France, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui profitent en fait du fait de revenir en France pour faire des soins, parce que c'est des soins dans leur langue. Voilà, ça rassure aussi. C'est leur médecin de famille, leur médecin un peu historique. Et donc, les contrats qu'on propose couvrent également les retours ponctuels. Et il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé depuis le début de ce live, c'est la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Donc moi, je suis par exemple référent de la CFE pour les expatriés français du Royaume-Uni et notre CEO Jean-Christophe sur les expatriés français des États-Unis. Et donc la CFE, c'est la caisse de sécurité sociale des Français qui vivent à l'étranger. Et donc la CFE couvre à la fois les frais de santé à l'étranger et les frais de santé en France aussi lors de retour. D'accord. Et dans ces contrats-là, enfin dans les contrats que vous proposez, est-ce que ça couvre aussi le couple ou la famille? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des forfaits qui s'agrandissent pour couvrir le nombre de personnes qui voyagent avec nous? Exactement, on peut prendre les contrats à titre individuel, donc en solo, on peut les prendre en couple aussi ou en famille, on peut vraiment couvrir tous ces enfants. Sur les contrats expat, on peut souvent même couvrir les enfants jusqu'à 28 ans, tant qu'ils sont en poursuite d'études. Donc ça ressemble beaucoup aux contrats santé qu'on peut avoir en France. Donc oui, on s'adapte bien sûr à tout type de démographie. Mm. Et là, on est dans une situation où il y a une famille qui a pris un contrat par santéexpat.fr et au final, elle décide de changer de pays sans forcément repasser par la France. Est-ce qu'il y a donc, je pense qu'il y a au niveau administratif, il y a un point à faire peut-être pour le changement. Est-ce que ça peut changer aussi la mensualité? Exactement, parce que donc il y a plusieurs questions. En tout cas, c'est possible de garder son contrat si on change de pays. Et en fait, chez les assureurs, en fait, il y a souvent les pays sont regroupés par coût de santé. Donc, c'est pas forcément des zones géographiques, mais en tout cas, on appelle ça des zones tarifaires chez les assureurs, qui sont souvent entre 3 et 6, 7 zones selon l'assureur. Et par exemple, si tu vis à Maurice, qui est souvent l'une des zones les moins chères, et que tu déménages à Hong Kong, Hong Kong fait partie à contrario des zones les plus chères, donc tu peux garder ton contrat, mais ta cotisation va s'adapter à la zone Hong Kong, et donc bien sûr le client a toujours le dernier mot pour voilà pour savoir s'il veut conserver ce contrat avec les nouvelles conditions tarifaires, mais en tout cas c'est possible. Et ça c'est un point important en fait que l'on parte dans un pays A ou B, c'est pas forcément les mêmes coûts de santé. Donc nous c'est aussi notre travail de trouver l'assureur qui propose des couvertures qui correspondent en fait aux coûts de santé qui sont pratiqués dans le pays dans lequel on va.
Et ça me fait rebondir sur une autre question qui avait été posée. Est-ce que combien ça coûte en moyenne une assurance santé? Tu as parlé de zone géographique, donc peut-être est-ce que par zone tu peux nous dire combien ça peut coûter mensuellement pour une personne? Oui, bien sûr. Alors, bon, c'est assez dur hein, de faire ce genre d'exercice parce que c'est vraiment du cas par cas. Le tarif pour les gens qui partent plus de 12 mois, c'est vraiment l'âge qui va déterminer le pays dans lequel on part et voilà, si on est seul, en famille, et les garanties que l'on souhaite. Puisque par défaut, souvent, l'hospitalisation est bien couverte, le rapatriement aussi, mais les soins courants peuvent être une option pour les gens qui veulent pas forcément la couvrir. La maternité est une autre option, l'optique, le dentaire, etc. Donc, en fait, pour une même personne, on peut avoir vraiment beaucoup de prix différents. Mais typiquement, pour une famille aux États-Unis, même assez jeune, c'est assez courant d'avoir des devis autour de 20 000 euros à l'année, 20 000 dollars à l'année. Donc, c'est vraiment beaucoup plus cher, enfin, vraiment beaucoup plus cher par rapport à ce qu'on connaît ici en France. On n'est pas habitué à ces frais-là. Et pour une personne qui ferait un tour du monde pendant un an, par exemple, qui fait un tour d'Asie, il y a des contrats qui commencent autour de 500 euros par an, par exemple. Donc D'accord. voilà, c'est très disparate en termes de coûts selon le profil et le projet. Et sur votre site, on peut déjà avoir une idée en faisant la Exactement. Ouais, simulation de combien ça peut nous coûter en ayant c'est en ça. ayant le comparateur. C'est ça qui est hyper intéressant pour se dire, bon, on est peut-être dans les 50 ou 100 euros par mois ou pour telle période. Donc, ça donne une estimation. Exactement. Là, il y a quelques minutes, j'ai fait un contrat pour une personne qui a 25 ans et qui part en Côte d'Ivoire vivre plusieurs années. Donc, il n'y a pas de date de retour. On est à peu près à 150 euros par mois pour une assurance santé. Ouais. Mm. Et tu parlais au début que tout est accessible depuis l'application quand on a notre contrat. C'est ça, en fait, il y a une application ou le site internet où on peut suivre les frais ou pas communiquer avec pour faire les échanges, pardon, au niveau de la facturation et suivre les remboursements. Exactement. En fait, donc nous, Santexpat, il n'y a pas d'appli, c'est vraiment le site web. Ok. Et donc nous, en tant que courtier, on place en fait nos assurés, nos clients, chez un assureur, enfin voilà, X. Et cet assureur-là, en général, a développé une appli. Et sur cette appli-là, enfin, c'est vraiment l'outil à utiliser enfin, voilà, pour utiliser son contrat de façon optimale. Donc c'est comme ça que je retrouve mon numéro de contrat, par exemple. Je peux même télécharger mon attestation d'assurance. Je peux suivre mes demandes de remboursement. Je peux faire une nouvelle demande de remboursement si je viens d'aller chez le médecin. Retrouver les services de téléconsultation, etc. Les numéros d'urgence à contacter en cas de voilà d'hospitalisation d'urgence, de rapatriement. Donc voilà, c'est vraiment l'outil en général privilégié. Donc là, quand tu as parlé d'urgence, c'est on a un numéro d'urgence qu'on peut appeler 24 heures sur 24 en dehors de les téléconsultations. Exactement, exactement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est soit l'assuré qui compose ce numéro, soit un proche, soit même l'hôpital en fait, directement, peu importe, en Nouvelle-Zélande, à Bangkok, etc., qui appelle directement l'assureur pour faire ce qu'on appelle une prise en charge. Voilà, que l'hôpital soit aussi rassuré du fait qu'il va être payé aussi, l'hôpital, puisque dans beaucoup de pays du monde, on te demande d'abord une preuve de paiement ou voilà, ou même de payer directement pour pouvoir rentrer dans un parcours de soins, même si c'est l'urgence, chose qu'on connaît pas vraiment en France. Donc voilà, c'est Ah oui, important que l'assureur soit réactif même au milieu de la nuit. j'ai entendu des retours comme ça de personnes que j'ai pu interviewer où il fallait payer avant d'être opéré alors que c'était un Hmm. point vital. Et en fait, si on est tout seul et qu'on n'est pas forcément conscient, c'est compliqué. Donc heureusement, des fois, si Ouais, on voyage à deux, faut avoir quelqu'un qui peut payer. Tenez, je ouais. paye, soignez-le juste. Je paye ou alors je sais qu'il est assuré et je sais où trouver les coordonnées de l'assurance, quoi. Donc c'est Oui. vraiment un sujet très important. Et ça, c'est oui, c'est très important quand on voyage à plusieurs ou seul, de si au bout d'un moment on se trouve avec une autre personne, de dire ben voici où vous pouvez trouver toutes les informations pour Ouais, moi, ou de l'avoir exactement. accessible sur les photos ou sur Ouais, un document, comme ça ils savent qu'il y a une assurance. exactement. Mm. Une autre question qui est revenue pas mal, c'est comment on fait pour résilier si on rentre plus tôt.
que prévu? Alors le fait de revenir en France fait partie en fait des raisons justifiées pour arrêter un contrat d'assurance. Donc un billet d'avion ne suffit pas, mais si on rentre en cours d'année par exemple en France et qu'on a un nouveau contrat de travail, voilà une nouvelle facture, un nouveau bail, ça suffit pour résilier le contrat d'assurance expat. Il y a seulement quelques assureurs pour des durées temporaires. Donc typiquement, si on dit qu'on part 6 mois à l'assureur et qu'on rentre au bout de 3 mois, quelques assureurs ne remboursent pas parce que c'est vraiment des assurances de date à date. Donc Mhm. on peut pas voilà demander de remboursement. Mais sur des contrats à tacite reconduction, voilà quelqu'un qui pensait partir 5 ans et qui rentre au bout d'un an et demi, il peut vraiment résilier en cours d'année dès qu'il rentre en France, quoi. D'accord. Donc, si on part pour quelques mois et qu'on a dit qu'on partait pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est plus compliqué de résilier Ouais, parce qu'au final, c'est pas possible. Il y a peut-être une négociation possible, mais c'est pas forcément un oui tout ouais, le temps. Par contre, si c'est exactement. ça pour plusieurs années et que c'est payé mensuellement, on peut se dire peut-être qu'il y a Voilà. des périodes tous les 6 mois où on peut le résilier. Ouais, non, mais même en cours d'année, hein. D'accord. Franchement, ouais, c'est dès qu'on rentre en France. Et puis il y a aussi une loi qui est passée en 2020, donc ça commence à dater un petit peu maintenant, qui fait que dès qu'on est sur un contrat d'assurance santé français, alors qui couvre à l'étranger, mais dont, enfin, une compagnie française, on peut le résilier n'importe quand, euh, au bout de 12 mois de couverture, avec seulement 30 jours de préavis. Donc c'est assez simple d'arrêter un contrat d'assurance expat si c'est un assureur français. Mm. Là, j'arrive à peu près à la fin des questions qu'on nous a posées, répondu à d'autres indirectement. C'était très bien parce qu'il y avait la question est-ce que santexpat.fr couvre aussi les soins dentaires et optiques? Donc, tu as pu dire que ça dépendait du forfait qu'on prenait? Exactement. C'est parfois inclus chez les assureurs, parfois en option. Euh, les gens apprécient en fait les options parce que ça vraiment tu te dis que ça colle à ton besoin à toi. On a souvent la question de personnes qui nous disent non mais j'ai vu que ça couvrait la maternité, j'ai passé l'âge, je veux pas couvrir ça donc voilà le fait qu'il y ait des options est assez apprécié en général. Oui, parce que c'est là en rebondissant sur les frais de maternité, c'est exorbitant les différences de tarifs qu'on peut avoir en fonction des pays. Aux États-Unis, Ouais. combien ça peut coûter, ou au Japon. Des fois, c'est intéressant, mais si on sait qu'on va pas tomber enceinte sur telle période, on va pas y souscrire, par exemple. Ouais, exactement. Exactement. Un accouchement en France, c'est à peu près 2 500 euros. Nous, on a déjà vu des factures à plus de 100 000 $ aux États-Unis pour un accouchement. Et alors, aux États-Unis, tous les soins, toutes les factures sont négociées par les assureurs. Donc, voilà, c'est un travail assez invisible, en fait, pour l'assuré derrière. Mhm. Mais voilà, ça peut vous donner une idée du delta qu'on peut avoir d'un pays à l'autre. Et pour les personnes qui voyagent souvent autour du monde, elles vont peut-être faire des sports extrêmes ou des activités extrêmes. Est-ce qu'il y a on va case à cocher pour être sûr d'être couvert ou est-ce qu'il y a C'est aussi bien des de le activités dire. qui sont Ouais, pas c'est du tout bien de le couvertes? dire parce qu'il y a des assureurs qui excluent totalement et d'autres au contraire qui ont des options activités à risque ou sport à risque. Et en effet, là, il faut prendre cette option-là. Ou alors nous, on connaît quelques assureurs qui couvrent les activités à risque, donc ça nous permet aussi d'orienter les personnes vers ces assureurs-là. Et est-ce qu'il y a des activités qui sont pas couvertes quand elles sont à risque? Oui, il y a toujours une liste. Enfin, c'est-à-dire des sports à risque qui ne sont jamais couverts, tu veux dire? Oui, oui, je me pose la question s'il y en a qui sont pas du tout couverts ou il y a peut-être qu'une assurance qui va le faire. Ouais, alors bon, c'est souvent les mêmes qui reviennent, tu vois, ça peut être le parapente, le ski hors piste, ce genre de choses. Et ça, bon, si tu passes par un organisme, c'est possible que l'organisme ait une assurance. Donc là, nous, on conseille à nos clients de prendre l'assurance de l'organisme. Après, si c'est fait de, voilà, de façon autonome, là, c'est plus risqué. Ouais. Oui, donc si c'est pas complété, on peut toujours voir avec l'organisateur qui fait l'activité pour Exactement. s'assurer avec eux si on sait que ça va être Ouais, ponctuel ou si on n'est pas assuré de base, ouais, ça peut compléter. exactement. Ok. Mais là, je vois qu'on arrive à la fin des questions.
Est-ce que tu as un autre point que tu souhaitais communiquer pour nos voyageurs qui nous écoutent ou ceux qui le reverront en replay? Disons que l'assurance, encore une fois, pour nous les Français, c'est pas un réflexe. C'est souvent trop tard et je sais de quoi je parle parce que quand je suis parti à l'étranger, alors c'était en Europe, mais quand même, et j'y ai pas du tout pensé, quoi. Donc c'est vraiment de s'y intéresser. Quand on part en Europe, il y a beaucoup d'accords bilatéraux, il y a la carte européenne, alors qui a beaucoup de limites aussi, mais peut-être que le risque est plus limité. Mais dès lors qu'on franchit les frontières de l'Europe, c'est vraiment un sujet indispensable et on peut pas lésiner là-dessus. Voilà, vraiment visiter notre site, contacter nos conseillers au besoin et on s'adapte vraiment à toutes les situations, tous les profils. On vulgarise beaucoup ce langage de l'assurance un peu opaque, parfois un peu barbare aussi, voilà, pour que ce soit très compréhensible. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter, mais surtout n'oubliez pas l'assurance. J'ai une dernière question qui est la question signature du podcast que j'anime. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi? Je dirais l'ouverture d'esprit. Là, on vit dans un monde en plus qui se replie un petit peu, sans faire de politique, mais on va dire que les gens qui voyagent ont souvent un avis plus, comment dire, plus ouvert, tu vois, sur les choses, plus tolérant aussi. Donc je dirais l'ouverture d'esprit. Et merci beaucoup Raphaël, en tout cas pour avoir répondu en toute franchise et toute clarté aux questions de nos voyageurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller avoir plus d'informations sur le site santexpat.fr. En tout cas, j'ai été ravie de pouvoir te poser des questions. Et sur le podcast Voyageurs et expatriés, vous pouvez retrouver des conseils de professionnels et aussi des interviews de voyageurs ou d'expatriés français ou francophones qui vivent aux quatre coins du monde pour avoir un petit peu un retour d'expérience sur leur vécu aussi.